Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 26 mai 2017 et je suis en compagnie de Pierre Robert qui va nous présenter les cahiers du Mont-Saint-Joseph, hors série numéro 6 et 7, consacrés à la Fondation de Montréal. Montréal, une fondation mystique. La réponse est oui, document à l'appui. Bonjour M. Robert, vous allez bien? Oui, ça va bien. Alors avant de commencer cette petite entrevue improvisée comme d'habitude, je voudrais que vous vous présentiez, je peux dire de manière rapide, que vous, depuis 15 ans, vous vivez une expérience hérémétique, intellectuelle et spirituelle dans les cantons de l'Est. Près des lignes américaines, pas loin. Dans la région de Mégantic. Dans la région de Mégantic. Région, comme vous le savez, qui a connu... été particulièrement éprouvée, disons, ces dernières années, il y a quelques années. Il y a quelques années, avec l'explosion d'un train. Bon. Alors, vous êtes un universitaire. Oui, monsieur. Oui, vous avez fait un doctorat sur... Bernard Lonergan. Oui, Bernard Lonergan, qui est un philosophe et théologien canadien. Oui, à qui on doit le concept de l'insight. Oui, exactement. On pourrait peut-être en reparler à un autre moment donné. Il y a deux grands ouvrages, Insight et Method in Theology. Et vous avez fait votre doctorat là-dessus? Oui. J'ai fait mon doctorat sur la relation entre théologie et vie spirituelle chez Lonergan. D'accord. Je vous invite à parler plus fort pour qu'on puisse bien nous entendre, vous approcher de l'appareil. Et il y a 15 ans, vous avez vécu aussi une expérience hérémétique dans le centre-sud. En ta bonne mémoire. Oui, parce ça, que... c'est au fin des années 70, là, 77 à 81. Et que vous avez publié cette expérience-là hérémétique aux éditions du Lévrier. Du Levier. Oh, ça va bien, ça va de mieux en mieux. Vous voyez, c'est ça qui arrive du Lévrier. C'est des éditions domestiques. D'accord. Confidentiel, on va dire. Non, c'est domestique. Domestique, c'est pas confidentiel. C'est encore plus privé. Et après cette expérience-là dans le Centre-Sud, je me suis retrouvé au doctorat à l'Université de Montréal. Donc, dans les années 80, j'ai enseigné à l'Université de Montréal comme chargé de cours, particulièrement sur le cours sur la vie spirituelle et aussi le petit cours de méthodologie. D'accord. Vous avez fait ça pendant plusieurs années? Les années 80 ont été consacrées tout à la fois à ma thèse de doctorat et cet enseignement à l'Université de Montréal. Et donc, au début de l'an 2000, vous décidez d'aller plus loin dans cette expérience? C'est en 91-92, je me suis retrouvé à Boston avec une bourse de postdoctorat. Donc, ils appelaient ça Lonergan Postdoctoral Fellowship à Boston College. Donc, j'ai fait un an à Boston College comme Lonergan Fellow. Bon. Et quand je suis revenu à Montréal, je me suis retrouvé aux éditions Fidesz, où j'ai travaillé comme lecteur, correcteur et tout. Et après quelques années, je me suis retrouvé à l'Oratoire comme directeur du centre de recherche. À l'Oratoire, j'ai fait un gros effort de renouvellement de l'approche du centre de recherche. On a publié des cahiers de l'Oratoire Saint-Joseph, des petites collections. J'étais là 8 ans. C'est un gros travail de publication, les cahiers de l'Oratoire. Bien sûr, la librairie était un des lieux où on peut se la procurer. Oui. Et après 8 ans à l'Oratoire, je considérais que j'avais fait ce que je pouvais faire. J'avais dans mes dossiers toutes sortes de choses que je ne pouvais pas entrer dans le corridor théorique assez étroit des cahiers de l'Oratoire. Et donc, j'ai décidé de quitter pour aller vivre une vie d'ermite intellectuelle dans la nature. Donc, je me suis retrouvé à Notre-Dame-des-Bois, qui est le village qui est au pied du mont Mégantic. Oui. Là où il y a le fameux observatoire international. Oui, et là où il y a le mont Saint-Joseph également. Oui. C'est-à-dire le mont Saint-Joseph et le mont Mégantic sont les deux plus hauts sommets accessibles en voiture au Québec. Bien sûr. C'est une splendeur. Le mont Saint-Joseph, la vue du mont Saint-Joseph. Oui, puis il y a une sorte de petite demeure où les gens il y a une petite chapelle au sommet du mont Saint-Joseph qui date de 1883. C'est le plus vieux sanctuaire dédié à Saint-Joseph au Canada. D'accord. Et vous... Bien avant l'Oratoire. Vous avez comme monté une sorte de vigile, entre autres. Vous alliez accompagner les gens qui allaient le visiter. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est que
l'hiver, je mène une vie d'ermite intellectuel, c'est-à-dire je mène une vie, c'est pas ermite à renfermer, là, mais c'est juste que je vis une vie de silence, de prière, de solitude, mais je reste, donc, avec le temps, là, je mène une vie normale avec les gens de la place. Ouais, je vais au restaurant. Puis, on peut dire que la vidéo est une sorte de vie normale aussi, parce que j'ai insisté pour que M. Robert nous confie son expérience personnelle. Ce qui est mon expérience, c'est de me retirer dans la nature, et je dis la nature qui remet les choses à l'endroit. Sortir du tourbillon de la ville pour se retrouver dans la grande nature, ça a quelque chose de thérapeutique. J'étais un paquet de nerfs quand je suis parti de Montréal, et là, il y a une qualité de nature qui stabilise, disons, et ça donne une espèce de présence à soi-même, le grand silence, la qualité de nature qui est assez extraordinaire. Et tranquillement, m'est revenue l'idée de recommencer à écrire. Et là, je me suis donné un moyen qui est adapté, c'est-à-dire les petits cahiers du Mont-Saint-Joseph. C'est tout moi, je veux dire, c'est moi qui fais tout, là, du début à la fin. Ouais, la mise en page. Les abonnements, la mise en page, la rédaction, la diffusion, c'est entièrement moi qui fais ça du début à la fin. Vous avez tout de même quelques centaines d'abonnés quand même? Je suis rendu actuellement, c'est vraiment assez extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis rendu à je fais un tirage initial de 200 copies et normalement, il ne m'en reste plus. Des fois, je suis obligé de faire des réimpressions. Et je me suis fait une liste que j'appelle d'abonnés ou d'amis. Oui. Et je le donne. Oui, mon principe de base, c'est de dire, je le donne, si les gens veulent faire des dons, c'est leur choix. Et finalement, j'ai assez de dons pour couvrir les frais d'impression et les frais de poste. Je ne fais pas d'argent avec ça. Non, bien sûr. Mais c'est le plaisir de voir que les gens répondent suffisamment pour que j'ai des dons qui me libèrent, ça ne me coûte rien. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui vous envoient des lettres pour vous livrer leurs impressions? Oui, c'est bien spécial. C'est assez intéressant parce que c'est tout à fait hors cadre, c'est vraiment domestique, là, ça va bien. Bien sûr. Et c'est un cadre où je suis beaucoup plus libre pour mettre les choses qui sont plus des préoccupations profondes. Je me suis retiré du monde de l'édition avec tout ce que ça peut signifier de contraintes et de pression. Oui, aussi. puis il y a un politically correct même dans le monde de l'édition. Puis même dans l'édition religieuse, il y a un religiously correct. C'est ça. Là, je suis en dehors de ça. Religieusement correct. Non, ça aussi. Bien sûr, j'aime l'expression. Je suis complètement autonome. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas sérieux. Ça me donne, comment dire, je vis dans une espèce de monde de prière et de silence et j'essaie d'écrire, de mettre dans les cahiers ce qui me vient de l'intériorité de la prière du silence. Et je suis rendu au 28e cahier. Il y en a un, dernièrement, j'ai fait toute une liste de tous les articles que j'avais publiés. J'étais rendu au 23e et depuis ce temps-là, il s'en a ajouté 3 et là, les 2 derniers. Outre le fait que ces publications-là sont offertes à un petit nombre de gens, est-ce que vous avez en tête parfois de regrouper ça en un seul volume et de retourner d'une certaine manière à l'édition classique? Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit? Honnêtement, j'y ai pensé et je me suis dit, moi je les fais les cahiers. S'il y a des gens qui jugent que ça vaut la peine, c'est leur problème. C'est pas moi qui vais me lancer dans ma propre promotion. Moi, mon rôle, c'est de faire les cahiers. Oui, et si jamais il y a un éditeur qui prend la balle au bord, vous allez consentir. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est un peu ce qui arrive, comme on disait. Il y a en France une communauté nouvelle qui s'appelle la famille de Saint-Joseph. C'est le père Verlindre qui a eu tout un itinéraire avant de finalement se consacrer à la fondation de cette communauté-là, qui est le style communauté nouvelle, là, avec des consacrés, des familles rattachées. Ils sont à Saint-Joseph de Montrouge, en France. Et ces gens-là, la famille de Saint-Joseph, ils sont venus visiter le cofondateur ou l'aide, disons, comment on dirait ça, le bras droit de ce père Verlaine. Ils sont venus dernièrement visiter à l'oratoire Saint-Joseph, ils visitent les centres de Saint-Joseph. Ils sont venus à l'oratoire et le père Groux, le recteur de l'oratoire, les a envoyés. Ils sont venus à Notre-Dame-des-Bois avec son avis religieux, puis des gens avec lui. Et là, ils étaient très intéressés par les cahiers. Eux pensent le mettre sur leur site, le site de la famille Saint-Joseph. Oui, vous me disiez de numériser l'intégrale. Oui, ils sont partis avec les 30, je me souviens, 28, ils sont partis avec toute la collection, puis ils vont s'en occuper.
Donc, je trouve ça sympathique. C'est pas moi qui... Ils vous ont filmé aussi et ils ont fait des capsules Ils ont fait une aussi. entrevue, là, ils vont faire quelque chose avec ça. Je sais pas. Alors, eux, c'est des vrais pionniers Oui. vous concernant. Et donc, pour en arriver à notre sujet principal, qu'est le numéro 6 des Cahiers du Mont-Saint-Joseph. Donc, Montréal, une fondation mystique, pour vous, la réponse, Et oui. elle est catégorique. Oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est assez reconnu. Donc, c'est accepté, mais disons, ça peut être des belles affirmations en l'air. Mais avant que vous alliez plus loin, Oui. je veux juste poser une question. D'accord. Jugez-vous là, que les cérémonies ont débuté le 17 mai dernier? Oui. Jugez-vous que l'emphase, ça a été suffisamment souligné, la genèse de Montréal? Est-ce que vous a semblé, là, vous, de votre c'est ça. monastère personnel? Je suis trop loin. J'avais des inquiétudes, D'accord. donc je me suis dit, je fais les numéros des cahiers sur la Fondation mystique de Montréal en apportant les documents qui l'attestent. Donc, mon travail du semestre a été d'abord de faire la recherche pour identifier ces textes-là, de les numériser, de faire un cahier avec ça. Et comme j'avais beaucoup de matière, j'en ai fait deux. Le premier donne les documents, puis après ça, le deuxième donne des compléments et des réflexions. Alors, mais il n'y a aucun doute pour moi que c'est une fondation mystique. On a ici là, les trois textes les plus importants. D'Olier de Casson est le premier qui a fait une histoire du Montréal. C'est le document par excellence pour les origines de Montréal. Et D'Olier de Casson était supérieur des Sulpiciens à Montréal durant le temps que Jalmans était là. Donc, il a pu interroger Jalmans, il la connaissait bien. Donc, ce qu'on a aussi dans D'Olier de Casson, c'est le témoignage de la cofondatrice de Montréal. Donc, c'est assez extraordinaire. Le deuxième document, ça a été découvert par Don Houry, mais probablement ça n'a pas reçu toute l'attention parce que c'est publié dans des revues de théologie. Don Houry a découvert dans les archives de Saint-Sulpice à Paris le texte. Jalmans avait demandé à le royer de la Dauversière de mettre par écrit le dessin des associés de Montréal. Et ce document-là a été retrouvé dans les archives de Saint-Sulpice et publié par Don Houry. Et là, je le reprends. Donc, on a le document par lequel le véritable fondateur de Montréal, qui est le royer, a mis par écrit son intention dans la fondation de Montréal. C'est un document qui avait circulé à l'époque. Jalmans lui avait demandé des copies. Puis elle allait chez des bienfaiteurs pour essayer d'avoir des fonds puis des membres pour la Société Notre-Dame de Montréal. Donc, c'est le document par excellence pour la fondation de Montréal, le dessin des associés. Et le troisième document, c'est Jean-Jacques Ollier lui-même, qui était membre avec le royer Ollier et le baron de Fancan étaient membres du trio fondateur de Montréal. Et Jean-Jacques Ollier a fait un ouvrage qui s'appelle « Les vrais motifs des messieurs et dames de la Société de Montréal » dans l'établissement de Montréal pour la conversion des sauvages. Donc, ce document-là existe, on peut le retrouver sur Internet, il faut savoir que ça existe. Et là, j'ai repris ce document-là et je suis allé chercher la section qui concerne les tout débuts de Montréal. Et c'est là qu'on voit, c'est ça qui est intéressant. On parle d'une fondation mystique parce que le royer a vraiment eu l'intuition de Montréal dans la prière. Il a même eu l'intuition d'une séquence de rencontres qu'il ferait. Et ces rencontres-là se sont produites avec Ollier lui-même, Fancan, le baron de Ronty, en tout cas. Tous ces gens-là, et c'est ça qui a donné la Société de Notre-Dame de Montréal, et c'est eux qui ont été l'animateur de la fondation. C'est le royer, avec cette société-là, qui ont finalement recruté Maisonneuve et Jalmans, qui eux ont été les gens qui sont venus. Mais derrière, il y avait la Société Notre-Dame de Montréal, qui étaient ceux qui les ont soutenus, qui ont payé les frais d'expédition et tout ça. Parce que c'est intéressant, c'était une société privée. Montréal n'était pas une fondation royale. Bien sûr. C'est une initiative de chrétiens convaincus qui décident de faire un poste. Des laïcs. Oui, des laïcs engagés qui décident de faire un poste pour la conversion des Indiens. C'est assez curieux parce que Montréal a été, dès le départ, un lieu de rencontre entre Blancs et Amérindiens. Bien sûr. Et des rapports qui n'étaient pas des rapports d'agression. Ces gens-là venaient pour les évangéliser, faire de la traite aussi, mais d'abord, le propos était... Et donc, c'est un rapport d'égalité aussi qu'ils ont essayé d'instaurer. Donc, la Fondation de Montréal, le rapport des Amérindiens est très différent. Quand on regarde les images des forts français, on voit qu'ils sont ouverts.
On voit que les Amérindiens peuvent circuler ils à sont l'intérieur des forts. Oui. On voit que c'est pas des forteresses, Non, là. non, au C'est des contraire. forts ouverts. Oui, puis en général, les Amérindiens étaient heureux de nous voir arriver. Parce que ça signifiait qu'ils pourraient faire du commerce. Bien sûr. Ça signifiait des gens qui venaient... Certaines alliances aussi. Oui, il y a eu des grandes alliances avec les... Non, la Nouvelle-France, avec la grande paix de Montréal en 1701, avait réussi... Qui est toujours valide, hein, la Grande Paix. Je sais bien, c'est Non, une théorie, mais elle est toujours c'est en ça, vigueur. c'est ça. Et c'était un autre rapport avec les Amérindiens que ce qu'on voit ailleurs, où là, c'était vraiment des rapports d'égalité et Bien d'échange, sûr. d'alliance, qui permettaient la traite des fourrures, mais aussi... Ce qui pourrait nous rappeler que les premiers colons n'ont pas un passé ethnocidaire, Au contraire. comme certains veulent Oui. bien, là, Non, dans pas un du- geste, pas du tout. Pas bien du tout. dit, Non, dans c'est ça. des propos Alors, c'est sadomasochistes. Là. ouais, c'était pas du tout ça la naissance de Montréal. C'était une naissance, même le rêve de la Dauversière, c'est une civilisation nouvelle qui prend le meilleur de l'ancien monde, l'apporte ici et ferait une civilisation nouvelle en faisant une alliance, un mariage entre Blancs et Amérindiens. Bien sûr, bien sûr. Toute autre problématique. Pour ça, c'est assez pénible les accusations de Ah non, racisme ça- qui peuvent oui, sur ça nous. n'a Là, ça, Ça, c'est transposer c'est- ce qui s'est passé ailleurs, ici, oui, alors qu'ici, version c'est pas- hollywoodienne, hein, parce oui, que... alors que c'est pas ça du tout Bien ici, sûr, au bien sûr, contraire. bien sûr. Et ce qui n'a pas mis fin à l'aventure mystique de Montréal, mais qui l'a assurément mis à mal, c'est l'arrivée des Britanniques. Non, non. 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 La période héroïque a duré aussi longtemps que Maisonneuve était là. Ah, d'accord. Mais ce qui arrivait, c'est qu'il y a Québec. Là, c'était la ville de Québec, ça, c'était vraiment le chef-lieu. Et là, avec toutes les dimensions économiques, politiques, sociales et tout, la Fondation de Montréal, c'est une fondation mystique de Luberlu qui fatiguait pas mal les gens de Québec. Parce que ça échappait à leur juridiction. Et finalement, quand Louis XIV, je pense que c'est la fin de Louis XIII, en tout cas, là, ils se sont tannés de la Société Notre-Dame et ils ont réussi à faire partir Maisonneuve. Une fois que Maisonneuve est partie, la période héroïque est terminée. Et là, ça rentre dans les possessions du roi. Ah bon, d'accord. Et là, la période héroïque est terminée. Et puis les Britanniques, quel rôle ils ont C'est eu, une autre sont venus C'est beaucoup plus tard. Mais... Donc, Montréal est rentré dans le circuit habituel de la Nouvelle-France à partir de... Ah bon, d'accord. Mais l'espèce de rivalité, tension, complémentarité entre Montréal et Québec, Débuterait là. c'est inscrit dès la fondation des villes. C'est différent. Québec, c'est le lieu administratif. Montréal, c'est le lieu un peu fou de l'évangélisation, du commerce, de la traite, les rencontres. Et l'aspect, de créer une civilisation nouvelle où il y a rencontre entre Amérindiens et Blancs, dans un esprit de fraternité, je pense, est resté dans les gènes de Montréal, qui est une ville multiculturelle, et ça ne fait pas tellement de problème. On voit comment tout ce monde-là réussit à vivre ensemble, Oui. et il n'y a pas les tensions qu'on rencontre ailleurs, je pense. Souhaitons que ce climat de paix dure, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Mais on le sent de toute façon, je pense aussi, les immigrants sont peut-être, quand ils arrivent ici, sont peut-être un peu étonnés de cette espèce de calme-là. Oui, exactement. Mais aussi, il faut dire aussi, ce calme-là nous est imposé par le facteur climatique. 6 mois d'hiver rigoureux, ça apaise les ardeurs, oui. le silence, la blancheur. Et c'est là qu'on voit le caractère héroïque des gens qui venaient ici, tu comprends. Ils partaient de France, disons, au printemps, ils arrivaient ici, les bateaux repartaient vers la France à la fin de l'automne, et là, ils passaient 6 à 8 mois complètement isolés du continent. Il n'y avait pas d'autres moyens de communication que les bateaux, donc c'était vraiment extrême comme condition. D'ailleurs, au début, les gens considéraient ça comme une vocation. Ils venaient en Canada, c'était comme un appel, c'était comme une vocation. C'était tellement dur que c'était comme une vocation de venir en Canada. Venir en Canada. Oui, c'est l'expression. Bien sûr, bien sûr. Ben, écoutez, M. Robert, je vous remercie. D'accord. Ça m'a fait plaisir. Je suis content que vous ayez accepté cette invitation improvisée à nous parler des cahiers du Mont-Saint-Joseph et surtout de votre expérience personnelle. Avez-vous des projets pour conclure? Avez-vous d'autres projets d'écriture ou Non, je continue mes cahiers. Je n'ai plus de projet. J'en ai eu,
D'accord. Mais là, je me suis un peu brûlé les ailes, donc là, je reviens à ma base intellectuelle. Je considère que c'est une chance. Disons, la vie intellectuelle, pour qu'on finisse là-dessus, la vie intellectuelle, c'est vraiment ma vocation profonde. Je l'ai vécue dans les études, particulièrement en théologie. Après ça, dans l'enseignement, dans la communication, et là, je le vis dans le silence et dans l'écriture. Donc, mais c'est la même ligne de fond qui, là, se fait surtout par l'écriture. C'est magnifique. Ben, je vous remercie. Alors, portez-vous bien, vous connaissez la suite. Allez, bonne journée à tous. Merci.